Dans les canyons accidentés de Sion, où les parois de roches rouges s'élèvent comme d'anciens remparts, la vie s'accroche à chaque crevasse, à chaque ombre, cherchant un répit au milieu de l'aridité. Le printemps apporte la renaissance, mais éveille également l'envie de chasser. L'air chaud multiplie les mouvements dans chaque recoin. Et là où tout s'agite avec une énergie nouvelle, deux coyotes attendent le bon moment parmi l'herbe clairsemée et l'ombre des buissons. Ils restent immobiles, tous leurs muscles tendus, vibrant sous leur peau comme une corde tendue. Leurs oreilles vrombissent sans cesse, captant le moindre souffle du vent dans l'herbe. Ses pupilles se rétrécissent, transformant l'obscurité du sol en fente qui examine chaque ombre. L'un d'eux avance à pas mesurés sur la terre molle qui cède à peine sous ses pattes, chaque muscle en alerte, chaque sens en feu. Le vent transporte de légers bruissements et odeurs et il y reconnaît la présence de sa proie. Il n'a pas besoin de la voir pour calculer sa position et anticiper les mouvements qui la trahissent. Le silence règne sur le canyon, à peine rompu par le bruissement du vent à travers les buissons. Le coyote baisse la tête, grogne doucement et, d'un bond soudain, frappe l'entrée. La victime perçoit la vibration et reste paralysée pendant un instant qui semble interminable. Elle pressent que rester serait une erreur, car le coyote pourrait creuser pour l'atteindre. La pression est insupportable et l'instinct la force à bouger. Soudain, elle se lance vers l'extérieur avec une explosion d'énergie, zigzagant à travers l'herbe et les pierres, essayant de gagner chaque centimètre qui la sépare du prédateur. Leur chemin n'est pas libre. Dans la nature, même la fuite suit des schémas. Le coyote le sait, et c'est précisément ce qu'il recherchait. Quelques mètres plus loin, dans le couloir de sortie, le deuxième coyote attend. Il a choisi sa position face au vent, là où l'odeur ne le trahit pas, près du sol et prêt à sauter alors que chaque instant s'étire avec tension. Le lapin vole entre les pierres et les buissons, zigzagant à une vitesse désespérée. Et puis, ça arrive. Le coyote surgit de l'embuscade avec une vitesse mortelle. Son bond fend l'air et ses mâchoires se referment instantanément. Le cri de sa proie s'éteint aussi vite qu'il a commencé, tandis qu'il tente de se dégager. Mais il est retenu par ses crocs qui refusent de le lâcher. La terre aride rougit et le silence revient. Leurs mâchoires ne connaissent ni joie ni triomphe. Seulement la faim qui guide chaque mouvement. Le duo consomme rapidement, déchirant la viande et prenant de petites bouchées, toujours à l'affût d'intrus qui pourraient réclamer le prix. Chaque son et chaque mouvement autour d'eux filtrent leur sens, et ils ne baissent pas leur garde, même pas un instant. Leur coopération ne naît pas de l'altruisme, mais de la nécessité. La chasse aux petites proies consomme trop d'énergie, et travailler ensemble assure un succès qui serait peu probable s'ils étaient seuls. La distribution n'est pas chaotique. Chaque mouvement suit un rythme silencieux où celui qui a attrapé le premier donne le rythme sans exclure son partenaire, et chaque geste maintient la coordination du duo. Il n'y a pas de rugissement de dispute, seulement une compréhension silencieuse qui guide leurs actions. Cette coordination reflète leur nature de prédateurs sociaux, capables d'interpréter des gestes minimes et de savoir exactement quand attaquer et quand attendre. Une synchronicité vitale qui leur permet de s'épanouir même dans un environnement où chaque ressource est rare. L'odeur métallique du sang flotte encore dans l'air tandis que les coyotes se lèchent le museau et scrutent l'horizon. La chasse est terminée, mais la journée ne fait que commencer. Dans les canyons de Sion, chaque ombre peut cacher une nouvelle opportunité ou un plus grand défi. Aujourd'hui, ils ont chassé ensemble, mais toutes les chasses ne sont pas partagées. La plupart du temps, le coyote se tourne vers la solitude comme outil de confiance. Dans l'immensité des canyons, où chaque ombre semble cacher la vie, un seul corps, un seul instinct, suffit à faire pencher la balance entre la faim et la survie.
Alors que la lumière du soleil se lève après cette chasse matinale, les murs de grès deviennent dorés et l'air est rempli d'une chaleur sèche qui pèse sur la terre craquelée. L'un des coyotes avance désormais seul et silencieusement, tandis que le sable meuble étouffe chacun de ses pas. Il renifle l'air et reconnaît au sol la trace de minuscules empreintes laissées sur le sable rougeâtre. Cet indice le guide quelques mètres supplémentaires et le maintient en alerte. Ensuite, leurs oreilles, dressées et alertes, pointent dans différentes directions comme des antennes vivantes, capables de percevoir des sons qui passeraient inaperçus aux yeux d'autres espèces. À ce moment-là, ils détectent le faible mouvement d'un rongeur sous la terre. Grâce à cet avantage, il reste immobile et pas un seul muscle ne bouge. Puis, d'un bond fulgurant, il cambre son corps vers le haut et se laisse tomber violemment de sorte que ses pattes avant heurtent le sol avec la précision d'un prédateur. La terre tremble, le terrier s'effondre et un cri aigu brise le silence. Avec ses griffes rapides, il creuse et piège. Entre ses crocs, une souris est réduite au silence. Ce n'est qu'une bouchée, insuffisante pour apaiser la faim, mais elle reflète l'efficacité d'un instinct affiné depuis des millénaires. D'ailleurs, au printemps, l'abondance joue en sa faveur. La prolifération des rongeurs transforme chaque capture en une séquence qui, répétée encore et encore, finit par remplir leur estomac. Ce qui semble être un barrage insignifiant dans cet environnement fertile devient la base d'une stratégie qui assure l'énergie avec une dépense minimale. Plus loin, dans une clairière herbeuse au bord du canyon, il répète cette danse encore et encore. Cette fois, il se fie non pas à sa vue, mais à son ouïe. Il reste immobile, les pattes tendues et la tête inclinée, concentré sur l'écoute du bruit souterrain d'un campagnol se déplaçant dans les tunnels. Soudain, un saut parabolique le soulève dans le ciel bleu et le laisse tomber avec suffisamment de force pour faire s'effondrer la cachette du rongeur. Le sable explose sur les côtés et en quelques secondes, le butin tourbillonne sous leurs mâchoires. C'est un spectacle de ruse et d'économie. Frappe rapide, énergie minimale, profit garanti. Mais la solitude est aussi source de fragilité. Un coyote solitaire ne bénéficie ni de la surveillance d'un autre compagnon, ni de la sécurité d'un groupe qui partage sa vigilance. Chaque bouchée doit être défendue par elle-même. Chaque décision peut être une erreur fatale. Pourtant, dans ce territoire rude et inhospitalier, l'individu devient un stratège, un soliste dans une symphonie d'instinct. Mais cette solitude est soudain rompue, et un silence différent s'installe, comme si l'air avait décidé de se retenir. Un faible murmure flotte dans le canyon, porteur d'un parfum inconnu qui ne cadre pas avec le langage habituel de la chasse. Le coyote s'arrête, sa mâchoire encore tachée de terre et de sang, et ses sens sont tendus. C'est quelque chose de différent, d'indéfinissable et de magnétique. De l'ombre de la végétation, une silhouette apparaît. Un autre coyote, cette fois une femelle, qui l'observe avec des yeux attentifs et un corps détendu sans la rigidité de la confrontation. Le mâle s'immobilise, tandis que l'air s'épaissit autour de lui. L'espace d'un instant, il pèse plus lourd que n'importe quelle proie, et cet instant révèle quelque chose de différent, le seuil d'une transformation. L'histoire du chasseur solitaire est sur le point de devenir celle de deux. Dans les canyons de Sion, où les parois rouges évoquent les temps anciens, deux silhouettes se tiennent immobiles dans la faible lumière du printemps. Le mâle, mince mais robuste, fixe le nouveau venu du regard. Elle l'observe à quelques mètres de distance, debout, le corps rigide et la queue en alerte. Il n'y a ni rugissement ni charge, juste un signe de tête prudent. Un air chaud chargé de sauge du désert et le murmure des insectes annonçant la saison passent entre eux. La distance se réduit lentement, non pas avec précipitation, mais avec un sentiment calculé, comme si chaque pas était un accord silencieux. L'approche n'est pas linéaire. Le mâle zigzague,
s'abaisse et tourne la tête à de courts angles, évitant ainsi les signes de menace. La femelle le mesure avec des mouvements qui semblent hésitants, mais qui sont en réalité la preuve de sa constance. Un geste bref brise la froideur. Le mâle baisse les oreilles, émet un jappement aigu et fait un demi-pas en arrière. La tension se dissipe. Elle s'approche, lui renifle le nez, et le rituel commence. Entre courtes poursuites et pauses soudaines, ils se testent mutuellement en tant que partenaires. Leurs attaques ne sont pas féroces, mais plutôt tactiques, répétant leur future coordination. À un moment clé, le mâle dépose au sol un fragment de proie, les restes d'un rongeur capturé seul. Elle l'examine attentivement, le mord à peine et le laisse là où il était. Il n'en a pas besoin, mais ce geste a du sens. Ce n'est pas un cadeau romantique, c'est une démonstration de sa capacité à subvenir aux besoins de ses proches. Chez les canidés, le partage de nourriture peut être à l'origine d'un lien. La femelle ne le rejette pas et, par ce simple acte, elle démontre qu'elle l'accepte comme un allié. Dès lors, des différences nettes apparaissent entre les deux. Le mâle se déplace avec des impulsions rapides, anticipant l'action, poussé par une confiance presque excessive en la surprise. Ses yeux anxieux scrutent chaque recoin à la recherche d'une opportunité. La femelle, quant à elle, conserve le calme d'une observation constante. Avant de se déplacer, elle évalue le terrain, hume le vent et cherche le chemin le moins visible. Elle n'a pas besoin de courir en premier, mais plutôt de décider comment et quand. Leurs rôles ne sont pas opposés, mais complémentaires, comme deux faces d'une stratégie qui dicte la survie, et leur première chasse partagée le confirme. Quelques jours plus tard, avançant comme une unité consolidée, ils avancent ensemble à travers le territoire. Aucun doute ne subsiste entre eux et leurs pas répondent à une impulsion commune. Un groupe d'écureuils terrestres se déplace entre des crevasses et des broussailles couvertes de poussière rougeâtre, se déplaçant rapidement dans la lumière dorée du matin. Sans perdre de temps, le mâle avance résolument, coinçant la femelle par la gauche. Celle-ci reste en retrait, analysant la direction de fuite. Lorsqu'un écureuil se précipite vers la droite, il le poursuit avec acharnement, mais il juge mal l'angle et perd du terrain. La femelle profite de l'espace et, d'un bond soudain, coupe le passage, bloquant la sortie. La proie est coincée entre les deux et une morsure dévastatrice met fin à la chasse. L'erreur du mâle ne provoque pas de dispute. La femelle le caresse du museau lorsqu'elle a terminé, un geste bref qui dissipe la tension et affirme la coopération. Les jours suivants, la routine révèle une compréhension naissante. À la tombée de la nuit, ils cherchent refuge à l'ombre d'un rebord rocheux. Là, ils se reposent, le fleuve n'étant qu'un murmure lointain. Ensemble, ils patrouillent les rives, marquant leur habitat d'urine et se frottant contre les genévriers, créant des signaux invisibles qui disent « ce territoire est occupé ». Les marques sont intercalées, comme si leurs traces faisaient déjà partie de la même carte. La nuit, leurs hurlements se chevauchent en de courts duos. Ces cris non seulement avertissent leurs rivaux, mais renforcent aussi le lien qui les unit. Mais dans leur routine, tout n'est pas calme, car parfois, il faut conquérir un territoire par la force. Une ombre apparaît au loin. Un autre coyote solitaire se profile au bord du territoire. Le mâle se hérisse et avance de quelques pas en grognant doucement. La femelle, plus expérimentée, tourne prudemment en rond, guettant le vent pour repérer la direction de l'intrus. Il ne se lance pas dans une confrontation directe. Ce ne serait pas efficace. Mais à un moment précis, elle pousse un hurlement court et sec, un avertissement ferme. Le mâle la suit et leurs voix combinées parviennent à effrayer l'étranger. La menace se dissipe et, en retrait, on comprend clairement qui prend les décisions. Au fil des jours, la femelle commence à montrer de subtils signes de changement. Elle cherche de la nourriture, s'attarde dans les crevasses profondes et renifle les cavités comme pour évaluer sa propre sécurité. Rien n'est confirmé, mais le printemps est la saison de la vie. Et l'urgence de l'avenir imprègne chaque geste.
Le mâle s'en rend compte et augmente ses efforts de chasse, devenant de plus en plus attentif aux itinéraires qu'elle choisit. Ce silence pourrait-il être le prélude à quelque chose qu'ils ne comprennent pas encore? Le printemps avance et à l'intérieur de la femelle bat un secret qui change ses pas. Il ne navigue plus dans les canyons avec la même aisance. Il mesure désormais chaque mouvement, choisit des crevasses plus profondes, examine des terriers abandonnés comme s'il devinait qu'il aura bientôt besoin d'un autre abri. Le mâle le sent. Il multiplie les déplacements, revient avec de petites proies qu'il livre aussitôt et surveille avec prudence les limites du territoire, où rôdent parfois d'autres coyotes. Le désert exige énergie et prudence. Les journées sont chaudes, les nuits glaciales. Tandis que la femelle prend prudemment du poids, le mâle renforce son rôle de chasseur. Ce n'est pas par instinct aveugle. Il y a quelque chose de plus profond, une tension invisible qui les maintient coordonnés. Elle pénètre dans l'ombre et recherche le silence. Il occupe l'air libre, affronte le vent et marque la terre. Et bientôt, après quelques mois, la nuit arrive et tout bascule à jamais. Sous un ciel étoilé, la femelle pénètre dans la crevasse d'un canyon étroit, où la roche retient la chaleur du jour. Le mâle ne la suit pas. Il se tient à l'entrée, agité, les oreilles dressées et les crocs découverts face à tout intrus. À l'intérieur, le silence est interrompu par de petits cris, aussi faibles que des filets d'air. 6 corps humides se blottissent contre leur mère, cherchant la chaleur de son ventre. Elle les lèche, les arrangeant patiemment jusqu'à ce qu'ils forment un tas chaud. Le mâle attend dehors, comme s'il savait que ce moment ne lui appartient pas. Attrapé dans ses pattes et se retire sans le réclamer. La nourriture lui appartient désormais. Leur lien s'est transformé. Ils ne sont plus deux, mais une famille. Les jours suivants s'écoulent à un rythme nouveau. La femelle s'éloigne rarement. Les oursons, encore aveugles, dépendent de son lait et de sa chaleur. Le mâle explore plus loin, revenant parfois avec le museau couvert de poussière, d'autres fois avec des proies qu'il dépose à l'entrée de la tanière. La communication entre les deux est minimale, faite de gestes, un bref grognement, un regard soutenu, un coup de museau. Mais cela suffit à maintenir l'équilibre dont les deux ont besoin. Le danger guette partout. Un aigle survole le ciel à midi, projetant son ombre sur l'entrée. Le mâle se hérisse, émet un aboiement bref et hurle vers la plaine pour la distraire. À une autre occasion, un puma rôde trop près. La femelle presse les petits contre le rocher, tandis que le mâle patrouille, se déplaçant en cercle, marquant le terrain avec une urine forte, faisant croire à l'envahisseur qu'il y en a plus qu'il n'y en a en réalité. La stratégie fonctionne. Le félin se retire et la famille parvient à survivre un autre jour. Le temps passe et ce qui était fragilité se transforme peu à peu en vie trépidante. Les yeux des chiots s'ouvrent. Au début, ils trébuchent, aveuglés par la lumière, rampant maladroitement. Puis, en quelques jours, ils s'aventurent dehors. Là, ils jouent, se bousculent, grognent doucement lors de bagarres inoffensives. Ils sautent par-dessus les ombres, se mordent les oreilles, chassent les insectes. C'est un jeu, mais aussi un apprentissage. Chaque faux pas est une répétition pour une future chasse. Le mâle observe depuis un haut rocher, comme un guetteur fier et impatient. La femelle, quant à elle, reste près de l'entrée, tolérante, laissant les jeunes se vautrer et trébucher, les corrigeant seulement par un léger grognement lorsqu'ils s'éloignent trop. L'enseignement est partagé entre eux. Ils posent les limites, elle enseigne le calme. Petit à petit, la tanière rétrécit. La famille occupe plus d'espace, plus de chemin, plus de territoire. Les oursons grandissent, leur fourrure s'épaissit, leurs pattes sont encore disproportionnées, mais la silhouette des futurs chasseurs se dessine déjà. Et dans le calme des soirs, quand le soleil rougit les parois du canyon, les jeunes tentent d'imiter les adultes, levant leur museau vers le ciel pour laisser échapper des hurlements brisés qui tiennent à peine dans l'air. Les parents les écoutent. Ils ne les corrigent pas, ne les interrompent pas.
Ces voix incertaines font partie d'un chœur qui tôt ou tard trouvera de la force. Car ce qui a commencé à 2 résonne désormais dans plusieurs jeunes gorges. Et à Sion, aucun écho ne reste seul longtemps. Les hurlements maladroits des chiots, nés quelques jours auparavant, incertains, trouvent une réponse au loin. Ce ne sont pas des échos vains, ce sont des voix d'adultes, graves et fermes, qui viennent d'au-delà des canyons. La famille est inquiète. Le mâle se tient debout, le museau pointé vers le vent, et répond par un chant qui affirme sa domination. La femelle observe attentivement tandis que ses petits restent silencieux, comme s'ils comprenaient que cette nuit apporte un changement. Vers l'aube, l'air porte des signes indéniables, des empreintes fraîches, des traces d'urine, des cheveux coincés dans l'herbe. Il est clair qu'une autre meute de coyotes est entrée sur le territoire, et maintenant le mâle patrouille prudemment, laissant ses propres marques pour avertir qu'il n'est pas prêt à abandonner. La femelle reste près des oursons, vigilante. Au loin, entre les ombres rougeâtres et la terre nue, 2 silhouettes apparaissent. Un autre couple, au même air attentif, accompagné de chiots encore petits, qui se déplacent maladroitement derrière eux. Le premier contact est tendu, oreilles baissées, grognements secs et dos levé en signe d'avertissement. Personne n'avance ni ne recule, mais la tension ne monte pas. La présence de jeunes des 2 côtés l'emporte sur l'instinct de confrontation, et sans une fin suffisante, personne ne risquera un combat coûteux. La distance demeure, et au fil des jours, les rencontres se répètent. Parfois, ce ne sont que de simples regards, parfois de fugaces croisements. Peu à peu, les grognements s'estompent, et la nuit, les hurlements commencent à s'entremêler, non plus comme un défi, mais comme des voix en quête de synchronicité. Ce qui était autrefois 2 familles distinctes commence à ressembler à une seule chorale. L'union n'est pas scellée immédiatement, mais la dynamique change. Les 2 couples ont toujours leur propre terrier, suffisamment éloigné pour éviter les collisions, mais ils partagent un vaste territoire. Au fil du temps, ils chassent à proximité, se tolèrent au croisement et partagent même des gardes indirectes. Sion, avec sa vaste géographie et ses ressources inégales, récompense la coopération. Et c'est ainsi qu'une jeune meute est née. Les chiots grandissent entourés de mouvements. Quand l'un pleure, ce n'est parfois pas sa mère qui le calme, mais l'autre. Quand l'un joue, les autres l'imitent. Les femelles surveillent les terriers à tour de rôle, tandis que les mâles s'aventurent ensemble dans les ravins. Les règles sont souples, moins rigides que celles des loups. Il y a de légères disputes lorsque la nourriture revient, des claquements de dents et des bousculades rapides, mais aucun lien n'est rompu. La nécessité impose un ordre pratique. La coopération atteint son plus haut niveau de test lorsque le troupeau tourne son attention vers un jeune cerf mulet. Ce n'est ni un lapin ni une souris, des proies qu'un seul coyote pourrait affronter. Cela exige stratégie, épuisement et coordination. À l'aube, ils le localisèrent près d'une clairière où l'herbe était fraîche. La poursuite commença par un harcèlement. 2 coyotes apparurent, le forçant à fuir. D'autres attendent sur les côtés, cachés derrière des buissons et des rochers bas. Le cerf résiste, ses muscles réagissant avec force, bondissant et zigzagant. Mais la meute ne poursuit pas en désordre. Quand certains se fatiguent, d'autres prennent le dessus. Ils le coincent dans un couloir étroit d'où il ne peut pas s'échapper librement. Le coup final est porté. Un coyote se redresse sur ses pattes arrière, déstabilisant l'animal. Un autre l'intercepte par le côté. La proie s'effondre au sol dans un tourbillon de poussière, entouré de crocs qui mordent sans relâche. Le combat ne dure que quelques secondes. Le cerf cède et le troupeau l'abat. Le festin commence là, mais il ne s'arrête pas là. Des morceaux sont arrachés et transportés jusqu'aux environs des terriers. Les oursons sentent le sang et crient d'excitation en se jetant sur la viande. Les mères en arrachent de petits morceaux, nourrissant des bouches qui ne cessent de quémander. Il y a des grognements, des morsures d'avertissement, des bousculades. Mais la distribution est faite et chacun reçoit sa part. Ce qui pour un individu aurait été un rêve impossible,
pour la meute devient une certitude. À Sion, le désert est impitoyable, mais il récompense la stratégie. Ce qui a commencé à deux s'est transformé en une communauté qui partage les risques et les bénéfices. Les hurlements, autrefois considérés comme solitaires, résonnent désormais comme une seule voix sur les parois du canyon. La chasse aux cerfs a marqué un avant et un après. La meute teste sa force et le lien qu'ils ont forgé en silence sera bientôt mis à l'épreuve dans un défi encore plus grand. Car dans cette terre de rochers éternels et de vie courte, le regard des coyotes est déjà fixé sur une proie différente. Aux premières heures de l'aube, le troupeau avance au-delà des limites connues. L'air est différent. Il sent la vieille humidité, l'écorce déchirée, les gros muscles qui bougent lourdement au loin. Les jeunes, devenus adultes, tentent de suivre le rythme des adultes sans perdre le rythme. Le couple fondateur ouvre la marche, reniflant, attentif aux moindres signes. La terre ici ne leur appartient pas encore, mais ils la parcourent avec la confiance de ceux qui recherchent quelque chose de plus grand. Le sentier est évident, formé d'empreintes profondes dans la boue sèche et de branches cassées à mi-hauteur. Tout indique le passage d'un corps immense qui avançait tranquillement, et ce signe ne laisse aucun doute. C'est un cerf alpha, la proie promise. Le mâle avance le premier, les oreilles tendues et les muscles en alerte, tandis que la femelle suit de près, attentive à chaque signe qui marque le chemin. Derrière eux, le reste de la meute les observe et les attend, attentifs à leurs mouvements. Ce n'est pas une simple poursuite. Tout ce qu'ils ont appris jusqu'ici les conduit à ce moment précis où ils doivent abandonner leur petite proie et oser relever un défi plus grand. Le sentier devient plus intense à chaque pas et avec lui une tension silencieuse. L'air s'épaissit, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Les mouvements du troupeau deviennent plus mesurés, presque silencieux, car chacun sait qu'il s'approche du moment décisif. Le silence est soudain rompu par un clic métallique. L'homme recule en tremblant, mais sa jambe est coincée dans une barre invisible qui se referme brusquement. Un cri de douleur transperce l'air alors qu'elle se débat et mord le sol dans une tentative désespérée de se libérer, bien que le métal ne cède pas. Le sang jaillit, tachant la terre, et le cerf, alerté par le bruit, s'enfuit dans les arbres, laissant ses sabots claquer au loin. La femelle court vers lui, haletante, reniflant frénétiquement, essayant de comprendre ce qui l'immobilise. Il l'entoure, le pousse avec son museau, comme si par ce geste il pouvait le libérer. Le mâle se débat, le piège grince à chaque traction, cruel et indifférent. À quelques mètres, le troupeau s'immobilise. Les jeunes s'agitent, émettant de brefs gémissements. Les adultes observent avec tension, comme si quelque chose d'invisible les maintenait à la limite entre approche et fuite. Puis, un coup de feu perce l'air. Le rugissement se multiplie entre les canons, ricoche, résonne comme si tout Sion hurlait. Le mâle tombe au sol avec un bruit sourd. Du sang jaillit, tachant la poussière d'un rouge impossible à ignorer. La femelle ne recule pas. Elle s'appuie contre lui, reniflant avec urgence, son corps tremblant comme si elle ignorait le danger. Il n'y a aucune peur, seulement de la confusion et un instinct de persévérance. Son regard cherche une réponse dans le corps déjà inerte de son compagnon. Le deuxième plan dissipe tout doute. La femme s'effondre à côté de lui, la poussière s'élevant autour d'eux. Ils restent là, ensemble, sur la terre de Sion, où ils traçaient récemment un avenir. La meute réagit d'un commun accord, sursaute puis s'enfuit. Les jeunes courent en désordre, tandis que les adultes les guident par de brusques bousculades. L'instinct les entraîne, sans se retourner. Il n'y a pas de temps pour les regrets. Il n'y a pas de place pour la compréhension. Les coups de feu résonnent encore sur les parois du canyon, tandis que le groupe disparaît dans l'ombre et les buissons. Dans Sion, l'animal et l'humain se rencontrent sur une limite fragile, une frontière où chaque contact laisse des traces et rien ne revient intact. Ce n'est que lorsque les ombres du canyon offrent un abri que les adultes parviennent à s'arrêter, leurs côtes se soulevant
et s'abaissant dans un rythme effréné. Les jeunes hommes se rassemblent instinctivement au centre, haletants et ne comprenant pas vraiment ce qui s'est passé. L'absence des deux fondateurs pèse plus lourd que n'importe quel coup de feu. Le silence qui suit est différent des autres nuits. On n'entend ni hurlements, ni signe de retour. Les chiots attendent, regardent autour d'eux, gémissent doucement, mais la réponse ne vient jamais. L'autre couple adulte avance, prenant une décision sans esclandre. Un mâle devant, une femelle derrière, entoure les jeunes et les pousse doucement vers la sécurité d'une profonde crevasse. Il n'y a pas de mots, seulement des gestes. La hiérarchie s'établit en quelques secondes, et la vie ne laisse aucune pause pour le deuil. Cette même nuit, les adultes entreprennent leur tâche vitale. La femelle prend les devants, revient avec une souris entre les dents, la dépose entière sur le sol et laisse les petits la déchiqueter maladroitement. L'adulte vomit des morceaux de viande à moitié digérés, un geste instinctif qui permet aux plus faibles de se nourrir. Il n'y a pas de dispute, seulement l'urgence de les maintenir en vie. La routine commence à changer. 2 adultes partent à la recherche de proies, tandis que 2 autres restent près du terrier, attentifs à toute menace. Les entrées sont marquées d'urine fraîche pour délimiter le nouveau noyau familial. À chaque retour, ils apportent de la nourriture, qu'il s'agisse de lièvres, de rongeurs ou de restes de charognes trouvés sur les sentiers d'altitude, et tout est distribué sans exception. Les chiots apprennent progressivement que chaque morsure dépend de la coopération du groupe. Les jours suivants révèlent un apprentissage silencieux. Durant la journée, les jeunes jouent. Ils poursuivent les ombres, se jettent les uns sur les autres et se roulent dans le sable rouge jusqu'à être recouverts de poussière. Les adultes observent, n'intervenant que lorsque le jeu va trop loin. Un bref grognement, une morsure contrôlée sur le cou. La correction est immédiate, sans rancœur, et le jeu continue. C'est plus qu'un divertissement. C'est un entraînement méticuleux déguisé en maladresse juvénile. L'un des jeunes oiseaux se met à traquer les insectes dans les buissons. Il s'aplatit, remue nerveusement la queue et saute avec une force exagérée. Les autres l'imitent, répétant le saut jusqu'à ce qu'il devienne une chorégraphie chaotique. Les adultes le laissent faire. Chaque erreur est une leçon de distance, de calcul et de précision, car c'est dans ces jeux que se forge l'habileté des futurs chasseurs. Mais tout ne se déroule pas toujours comme prévu. Lors des nuits les plus froides, lorsque le gibier se fait rare, des grognements s'élèvent autour des restes. Un ourson trop audacieux bondit sur un terrain qui ne lui appartient pas. La femelle adulte l'arrête d'un coup sec, ses griffes s'enfonçant à peine dans le sol devant lui. Le petit recule, la leçon délivrée sans violence excessive. Dans cette hiérarchie flexible, chaque rôle est adapté aux limites exactes de ce qui est nécessaire. Au fil des semaines, la meute s'adapte à une nouvelle organisation. Les orphelins cessent d'être une simple responsabilité imposée au couple et deviennent désormais le centre de l'attention. Les adultes les nourrissent, les protègent et les guident lors de courtes excursions jusqu'aux confins de leur territoire. Le chœur de hurlements reprend, toujours désordonné, mais plus fort qu'avant. Et pourtant, quelque chose de différent flotte dans l'air. De jeunes coyotes, encore incertains, se joignent à ces voix nocturnes qui résonnent dans les canyons. Ils ne sont pas les seuls. Au loin, un autre écho résonne. Ce n'est pas le rugissement sec d'un corbeau ni le murmure du vent. C'est un autre hurlement profond, prolongé, qui vibre dans les parois rocheuses comme une présence invisible. La meute se tait, oreilles dressées, queue levée. Les adultes fixent l'obscurité, attentifs. L'écho se répète, plus proche. Les jeunes gémissent, incompréhensibles. Au cœur de Sion, un nouveau défi approche. L'odeur est claire et lourde, indubitable, et se déplace entre les rochers avec la présence d'un chasseur solitaire tapi dans l'ombre. Un spectre silencieux qui n'appartient pas à sa meute. Les petits sont poussés au fond du terrier. Ils gémissent nerveusement jusqu'à ce que l'un des adultes se couche à l'entrée, bloquant le passage de son corps. Dehors, le silence se mue en menace. Des pierres dégringolent de la pente.
quelque chose se déplace furtivement dans les sous-bois. Le puma apparaît de l'ombre comme une silhouette matérialisée, ses yeux brillants d'une lueur froide. C'est un chasseur de gros gibier, propriétaire d'un corps puissant parfaitement adapté pour sauter de hauteurs impossibles. Pour lui, les chiots représentent une proie facile, tandis que pour la meute, ils représentent un avenir auquel on ne peut renoncer. Le plus grand mâle adulte émet le premier grognement bas et soutenu, en guise d'avertissement. Il n'est pas seul. À ses côtés, 3 autres se déploient, découvrant les dents et gonflant leur corps pour paraître plus grands. Il manque de force individuelle pour y faire face, mais en tant que groupe, l'audace peut faire pencher la balance. Le prédateur avance d'un pas, indifférent. Sa queue remue lentement avec calcul. Puis, l'un des coyotes brise le silence par un aboiement strident et les autres l'imitent aussitôt. Une cacophonie de hurlements et de grognements éclate dans le canyon, amplifiée par les échos de la roche. Le son est une arme. Ils cherchent à semer la confusion, à exagérer leur nombre, à transformer 6 en 20. Le puma s'arrête, analyse, évalue le risque. Mais la faim le pousse à avancer. D'un bond, il atterrit à quelques mètres de l'entrée de la tanière. Le sol tremble sous son poids. Les petits crient dans l'obscurité. Les coyotes répondent par une offensive coordonnée. L'un d'eux se jette directement sur les pattes arrière du félin, le mordant sans le lâcher. Un autre court latéralement, attaquant la queue. Les plus jeunes membres de la meute aboient sur les côtés, distrayant et détournant l'attention. Le puma pivote d'un mouvement brutal, arrachant des touffes de fourrure, mais la meute se déplace rapidement, ne restant jamais au même endroit. Le combat est inégal. Chaque affrontement met à l'épreuve les limites des coyotes, qui comptent sur leur vitesse et la cohésion de leur meute. Le puma, frustré, bondit à nouveau vers l'entrée du terrier, mais la femelle adulte l'attend, lui barrant le passage. Il ne recule pas. Il attaque le félin directement au visage, un mouvement désespéré qui dévie l'attaque pour un instant décisif. Les autres en profitent. 3 corps contre 1, les dents s'enfonçant dans les muscles tendus, des aboiements qui explosent dans la nuit. Le puma pousse un rugissement profond et se secoue furieusement pour se libérer. L'air se remplit de poussière et d'une odeur de sang. Finalement, le félin recule. Non pas par capitulation, mais par calcul. Le risque dépasse la récompense. Avec un dernier reniflement, il s'envole en bond puissant, disparaissant dans les ombres du canyon. Le silence revient, rompu seulement par le halètement agité des coyotes. Ils sont blessés, avec des lacérations sur le dos et des marques de griffes sur les flancs. Mais ils sont vivants. Et surtout, les chiots sont vivants aussi. La meute se rassemble devant le terrier. Les jeunes émergent lentement, tremblants, et sont accueillis par des coups de langue qui dissipent leur peur. Pas de triomphe éclatant, pas de célébration, juste un fait incontestable. Ils ont défendu l'irremplaçable. À l'aube, les premiers rayons du soleil illuminent les parois rouges du canyon. Les coyotes se reposent ensemble, épuisés, des cicatrices fraîches marquant leur corps. Les oursons se blottissent les uns contre les autres pour se réchauffer, ignorant qu'ils ont survécu à l'une des épreuves les plus difficiles de la vie sauvage. L'histoire de ses parents s'est terminée brusquement, arrachée par les forces invisibles qui habitent Sion. Mais la meute a perduré, et avec elle, la progéniture qui continuera la lignée. Au cœur du désert, où chaque ombre peut cacher un prédateur et chaque pas peut signifier la fin, la survie dépend rarement de la force individuelle. Cela dépend davantage du groupe, du lien invisible qui unit chaque membre au destin commun. Et ainsi, dans les canyons de Sion, l'écho des coyotes se fait à nouveau entendre. Ce n'est ni une complainte ni un avertissement. C'est un rappel, tant qu'une voix résonnera dans la roche, la vie continuera, envers et contre tout. Le silence revient dans le canyon. L'écho de la confrontation s'est dissipé, mais les parois rocheuses demeurent, immobiles, éternelles, témoins de chaque triomphe et de chaque défaite. Les coyotes, comme tant d'autres animaux, sont les passagers d'une histoire bien plus ancienne, car sous leurs pattes, au-dessus de leur tête, s'élève un paysage qui a mis des millions d'années à se former, les canyons de Sion.
Ces canyons ne sont pas de simples caractéristiques géographiques, mais de profondes cicatrices dans la croûte terrestre sculptées par la persistance de l'eau et du temps. À Sion, ces gorges monumentales s'élèvent comme des murs rougeurs qui semblent toucher le ciel. Son origine remonte à un passé si lointain qu'il est difficile de l'imaginer, puisqu'il s'est produit il y a plus de 150 millions d'années, à une époque où ce territoire ne ressemblait en rien au paysage actuel. Ce qui est aujourd'hui du grès massif était autrefois les dunes sans fin d'un ancien désert. Pendant des millénaires, le vent a accumulé couche après couche de sable jusqu'à ce que le poids et la pression transforment ces grains en roches, donnant naissance au célèbre grès Navarro qui définit aujourd'hui le visage de Sion. Au fil du temps, les forces tectoniques ont lentement soulevé le plateau du Colorado et le sol s'est élevé, laissant ces roches exposées à la puissance de l'érosion. C'est alors que commença le travail patient et constant de l'eau, la Vierge. La rivière, une rivière qui à première vue semble modeste, est devenue le véritable architecte de ce lieu. Pendant des millions d'années, son courant a usé la roche, particule par particule, emportant sable et sédiments vers le sud. L'eau ne coupait pas seulement, elle s'infiltrait également, gelant en hiver et se dilatant au printemps, ouvrant des fissures et élargissant chaque fracture. Au fil du temps, ces petites crevasses sont devenues des gorges, et les gorges sont devenues des canyons monumentaux. L'apparence de ces formations est due à la nature même de leurs roches. Le grès compact est dur et durable, c'est pourquoi les murs sont si verticaux. Cependant, dans les couches plus molles, l'usure est plus importante et des grottes, des balcons et des corniches apparaissent. Cette combinaison de dureté et de fragilité a donné naissance à un paysage de contraste, des murs qui semblent imprenables et en même temps des crevasses délicates où la vie trouve refuge. Se promener dans Sion, c'est comme parcourir un livre ouvert de géologie. Chaque couche rocheuse est une page qui raconte une époque différente. Les mers qui recouvraient autrefois la région, les dunes fossiles pétrifiées, les effondrements qui ont ouvert de nouvelles voies d'accès à l'eau. C'est la mémoire gravée dans la pierre d'une planète en constante transformation. Mais ces canyons ne sont pas seulement des ruines géologiques, ce sont aussi des sanctuaires vivants, car à mesure que la rivière a érodé la roche, elle a progressivement créé un environnement favorable à la vie. Là où s'étend le désert, aride et brûlant, le canyon offre ombre, humidité et nourriture, générant des microclimats qui permettent l'existence de petites oasis. Les parois verticales projettent de l'ombre pendant une grande partie de la journée, réduisant la température au fond du canyon et créant des conditions où des plantes telles que les fougères, les jeunes saules et plusieurs espèces d'arbustes sauvages prospèrent, protégées de la lumière directe du soleil. Ces plantes attirent les insectes pollinisateurs comme les abeilles et les papillons, qui à leur tour soutiennent les oiseaux et les petits mammifères, les intégrant dans un réseau de vie qui renforce la diversité de l'écosystème de Sion. L'eau qui coule dans le canyon renforce encore ce réseau de vie, reliant les microclimats et maintenant l'humidité dont ces espèces ont besoin. La Vierge. La rivière, bien qu'étroite, maintient un courant constant d'eau douce qui soutient les saules, les peupliers et les fougères. Et dans les mares qui se forment après la pluie, les amphibiens tels que les grenouilles et les crapauds pondent leurs œufs, perpétuant ainsi les cycles de vie qui dépendent de ces interruptions d'aridité. Outre les amphibiens, d'autres habitants du canyon profitent des conditions créées par l'eau et le soleil. Les reptiles, comme les lézards et les serpents, utilisent la chaleur accumulée dans la roche pendant la journée pour réguler leur température, tandis que les crevasses fournissent de l'ombre et une cachette sûre contre les prédateurs. De même, dans les eaux fluviales, les poissons adaptés aux eaux rapides survivent dans un habitat qui change à chaque crue, démontrant comment chaque espèce s'est adaptée aux conditions particulières de cet environnement vertical. Même les grands mammifères dépendent de ces formations. Cerfs et renards descendent s'abreuver sur les berges, tandis que les pumas explorent les passages étroits à la recherche de proies.
Les coyotes, quant à eux, se déplacent habilement sur le territoire, profitant des insectes sous les pierres, des petits rongeurs dans les prairies ouvertes où la rivière s'élargit et des ombres fraîches pour se reposer lorsque la chaleur de midi est accablante. Le canyon est par essence un écosystème vertical. Du sommet au lit de la rivière, chaque altitude offre des conditions différentes et chaque espèce trouve son habitat unique. Ce qui pour la géologie n'est qu'un mur rocheux, pour la biologie c'est une mosaïque d'habitats. Et dans tout cela, l'eau est finalement la clé de tout, et la Vierge, le fleuve, n'est pas aussi puissant que le Mississippi, ni aussi majestueux que le Colorado, mais sa constance en fait un sculpteur silencieux et imparable. Lorsque les pluies ou la fonte des neiges augmentent son débit, la rivière arrache des blocs de roche, élargit les parois et transporte les nutriments en aval, façonnant le paysage avec une force patiente mais infatigable. En période de sécheresse, son lit se rétrécit mais ne disparaît jamais complètement. Maintenant, un fil de vie qui soutient les plantes, les poissons et les animaux qui dépendent de sa présence constante. Ainsi, les canyons de Sion sont plus qu'un paysage imposant. Ils sont le résultat d'un équilibre entre des forces opposées, dureté et fragilité, sécheresse et eau, vide et vie. Mais si la roche et le fleuve ont été les architectes du paysage, qui domine désormais ce royaume suspendu entre les murs de pierre? Le silence se répand entre les murs de la Vierge rivière sculptée au cours de millions d'années. Et à l'intérieur de ces formations se trouve non seulement une immense scène, mais révèle également des plateformes, des tours et des couloirs aériens. Là où le rocher semble inaccessible, une ombre revendique son empire. Dans les canyons de Sion, le ciel n'est pas vide, mais devient le territoire de l'aigle. Depuis une haute corniche, l'oiseau déploie son envergure de plus de 2 mètres, et l'air chaud qui monte à travers les gorges le soulève sans effort, lui permettant de glisser librement au-dessus du canyon. Depuis la roche rouge qui tient ses griffes, son regard devient essentiel, avec des yeux fixes capables de détecter le moindre mouvement parmi la végétation sèche à des centaines de mètres, capturant chaque signe de vie sur son territoire. De cette hauteur, l'aigle domine tout un royaume et chaque vibration de la terre, chaque saut d'une souris et chaque lapin distrait qui renifle autour sont exposés à sa surveillance. Et là, son attention est fixée sur un lapin solitaire. Il se déplace prudemment, se dirigeant vers une flaque où l'eau scintille parmi les pierres usées. Il prend de courtes gorgées, s'arrêtant toutes les quelques secondes, tournant la tête, reniflant l'air, attentif au sol. Ses sens l'alertent des dangers invisibles dans les buissons, mais pas du prédateur qui se profile au-dessus de lui. Dans les airs, l'aigle lutte contre des courants imprévisibles. Ses ailes, propulsées par d'énormes muscles, lui assurent une stabilité optimale. Le corps s'incline, vibre et se corrige. Mais la tête, grâce à un système unique de tendons et d'équilibre, reste immobile, telle une lunette de visée fixée sur sa cible. Cette immobilité est la condamnation ultime pour sa victime. Le moment s'aligne. Une rafale de vent s'apaise, le lapin penche la tête, l'eau tremble dans la flaque. L'aigle se replie sur lui-même et fond. Son corps devient une flèche vivante, lancée par la gravité avec une force qui ne souffre aucune erreur. Le lapin réagit lentement. Il se retourne à peine lorsque l'ombre se jette sur lui. L'impact est brutal. Les serres de l'aigle percent le dos et se referment sur le crâne. Un cri perçant traverse l'air, bref et désespéré. Le lapin donne des coups de pied, lance des convulsions frénétiques, déchire la poussière rouge du canyon avec ses faibles griffes, mais l'aigle ne montre aucune pitié. Il appuie de tout son poids. La tête de la proie heurte le sol à plusieurs reprises, enfoncée par la pression de ses griffes acérées. Le cri se transforme en halètement, puis en silence absolu. La bouche du lapin reste ouverte, ses yeux fixes, tandis que le sang noir coule et se mélange au sable chaud. Il n'y a aucun rituel, aucune pause. L'aigle commence aussitôt à déchirer, arrachant la peau d'un coup sec du bec, exposant une chair chaude et humide à la lumière impitoyable de midi.
Les plumes de la poitrine du prédateur sont tachées de petites giclées de sang lorsqu'il arrache des bandes de chair et les avale entières. Chaque bouchée est rapide, avide. Aucune complaisance, seulement l'urgence de profiter avant l'arrivée d'autres charognards attirés par l'odeur de la mort. La scène est grotesque, violente et brève. Le lapin, qui quelques secondes auparavant sirotait prudemment de l'eau, est réduit à l'état d'un amas d'os fragiles, de peau déchirée et de tendons exposés. L'aigle le tient toujours avec ses serres, comme si même mort il pouvait s'échapper. Les canyons de Sion amplifient cette violence. Les courants qui entravent l'aigle sont les mêmes qu'ils soutiennent, les mêmes vents qui lui confèrent un avantage. Depuis ces murs, l'air devient un terrain de chasse vertical. Et l'aigle n'est pas seul dans ce domaine. Les faucons pèlerins se lancent tels des projectiles à des vitesses incroyables, attrapant les oiseaux en plein vol. Les grands-ducs patrouillent la nuit, émergeant silencieusement de crevasses profondes pour écraser des proies sans méfiance sous leur poids. Chaque rapace utilise la roche et l'air comme des armes invisibles, perfectionnées dans un sanctuaire de pierre qui les multiplie. Ici, les canyons sont plus que des murs, ils sont des tremplins vers la mort. Ce qui est un refuge parmi les buissons pour un lapin est une scène ouverte pour un aigle où rien n'est caché. La violence s'inscrit dans chaque courant, dans chaque ombre qui se déplace sur le sable. Mais tous les herbivores du canyon ne tombent pas sous ses griffes. À Sion, il y a un coureur plus agile, plus rapide, animé par le même désir d'échapper à l'air. Un animal qui ne s'enfuit pas mais qui défie la mort à chaque occasion. Que se passe-t-il lorsque la mort aérienne trouve une proie qui non seulement court mais comprend le paysage et l'utilise comme une arme? Entre des murs étroits, où le vent rebondit et tourbillonne en rafales imprévisibles, un lièvre se déplace prudemment. Ce n'est pas un simple lapin. Son corps est plus long, ses pattes arrière ressemblent à des ressorts comprimés, et ses oreilles, en alerte, tournent comme des radars. Chaque pas est un calcul. Il ne s'égare pas, il mesure. L'air lui-même vous parle à travers des vibrations que votre peau et vos os captent avec un niveau de précision que seule l'urgence de la survie peut façonner. D'en haut, un oiseau de proie observe. Il traque avec sa patience caractéristique, déployée dans le ciel telle une ombre immobile. Ses yeux, capables de détecter un clignement à des centaines de mètres de distance, se fixent sur la cible. Il a ce qu'il faut, la puissance des ailes, une musculature conçue pour transformer la gravité en arme, des griffes qui fonctionnent comme des lames courbes. Mais le canyon ne se laisse pas si facilement apprivoiser. Ici, même la perfection trébuche. Car il existe des limites qu'aucune anatomie ne peut franchir. L'air des canyons de Sion n'est pas docile. Il se tord en tourbillon, s'élève avec la chaleur et redescend en rafale latérale capable de modifier une trajectoire en un instant. L'aigle le sait bien, même s'il n'y pense pas. Il attend la bonne pause dans la turbulence. Il lui faut une jambe libre pour la descente, une fraction de seconde de calme. Quand ce répit arrive, il se replie sur lui-même et tombe. Le piquet est un projectile. L'air siffle contre ses plumes. Ses ailes fermées transforment son corps en flèche. Mais alors qu'il franchit la ligne médiane du canon, un jet invisible, brutal et ascendant frappe son flanc. Quelques degrés de déviation suffisent à déformer la géométrie de l'attaque. Ses griffes, prêtes à se refermer sur la chair, pointent désormais vers un vide qui n'était pas dans le calcul. Le lièvre le sent avant qu'il ne se produise. Il ne voit pas le prédateur. Il sent la pression de l'air changer, l'ombre se projeter brusquement. Et dès que la menace s'abat sur lui, il fait plus que simplement fuir. Il saute en diagonale, avec la force d'un ressort dénoué, vers un rebord latéral. Le mouvement n'est pas droit, c'est une rupture. Un angle inattendu qui oblige tout poursuivant à recalculer. Dès qu'il touche la pierre, il se propulse dans la direction opposée, utilisant le mur comme levier. Ses pattes arrière transforment un couloir étroit en un champ tridimensionnel qu'elle maîtrise avec aisance. L'aigle, en revanche, a besoin d'espace pour se corriger, pour déployer ses ailes et ralentir le poids qu'il porte.
Le résultat est immédiat. L'oiseau effleure le sol d'un mouvement forcé, ses serres se refermant en vain, arrachant à peine une touffe de poils. Le lièvre a déjà exécuté une deuxième séquence de sauts courts, divisant sa trajectoire en intervalles que l'œil prédateur ne peut prédire. La géométrie du canyon, qui refuse à l'aigle un angle clair, devient l'allié absolu de la proie. Un battement d'aile brusque sauve l'oiseau de s'écraser contre le rocher. L'effort consomme de l'énergie vitale. Récupérer d'un vol dans ces conditions exige un effort musculaire énorme et coûteux qui peut se traduire par une faim prolongée si la chasse n'est pas répétée avec succès. D'en haut, elle respire lourdement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant violemment. Aucune récompense. Seul l'écho du vent lui rappelle que même un prédateur aérien ne maîtrise pas toutes les variables. Le lièvre, lui, disparaît dans l'ombre et les ronces. Il a gagné, mais pas par hasard. Leur survie s'explique par des détails invisibles à l'œil nu. Des oreilles qui captent les vibrations avant que l'ennemi ne soit visible. Un corps capable de transformer l'énergie en sauts longs ou en virages serrés selon le terrain. Une intelligence instinctive qui ne fuit pas en ligne droite, mais brise plutôt les schémas pour déjouer la prédiction de la chute. Dans les couloirs de Sion, ces manœuvres ne font pas exception. Elles sont la règle de vie. L'aigle n'a pas échoué par maladresse. Il s'est heurté à une limite inévitable. L'envergure et la puissance qui font de lui la reine des airs deviennent un fardeau lorsque la scène se rétrécit et se tord dans des courants indomptables. Le canyon récompense ceux qui savent s'adapter à ses caprices et à cette échelle, le lièvre a l'avantage. La proie survit un autre jour, mais son secret n'a pas encore été révélé. Car, au-delà de l'instinct immédiat, qu'est-ce qui le distingue exactement du lapin, son plus proche parent? Quelles adaptations en ont fait un coureur imbattable contre des prédateurs qui seraient invincibles face à n'importe quel autre? À Sion, la ligne entre la vie et la mort ne se mesure pas uniquement en griffes ou en crocs. Elle se mesure également en stratégies invisibles, en héritage que l'évolution a sculpté au cours de millions d'années. Le lapin et le lièvre, deux créatures étroitement apparentées, ont des histoires très différentes. À première vue, ils semblent similaires, longues oreilles, petits corps et yeux toujours vigilants. Mais en réalité, ils représentent des philosophies de survie opposées. Le lapin a choisi la protection de la terre, vivant dans des terriers et des tunnels qui se ramifient sous la surface comme refuge collectif. Leur sécurité ne dépend pas de la vitesse ou de la force, mais du nombre, car la compagnie de dizaines d'individus cachés ensemble agit comme un bouclier invisible. Leur stratégie est claire. Ils se reproduisent rapidement pour compenser les pertes qu'ils subissent aux mains des prédateurs. Chaque portée remplace les individus morts, fournissant des dizaines de petits et compensant ainsi leur fragilité par l'abondance. Cependant, cette même stratégie le lie à un destin prévisible. Lorsqu'il est capturé en rase campagne, sa réaction instinctive est de s'arrêter, de se figer en espérant que le prédateur le rattrape. Parfois ça marche. Souvent non. Le lièvre, quant à lui, a choisi une voie totalement différente. Il ne creuse pas de terrier et ne s'appuie pas sur des tunnels ou des murs de terre, car son refuge est en pleine terre, où sa seule protection est son propre corps. Ils sont solitaires et indépendants par nature et ne vivent pas en grands groupes. Leurs petits, contrairement à ceux des lapins, ne naissent ni aveugles ni sans défense. Ils naissent les yeux ouverts et la fourrure entièrement recouverte, prêts à s'épanouir quelques heures plus tard. Dès la naissance, chaque lièvre est conçu pour ne compter que sur lui-même. Son corps reflète cet engagement, de longues jambes puissantes, capables de se lancer dans un sprint qui laisse même les prédateurs expérimentés derrière. Mais il ne s'agit pas seulement de vitesse par à-coups. Le lièvre peut tenir une longue course, maintenant une allure qui fatigue son poursuivant. Et lorsque la chasse semble se resserrer, il recourt à des virages serrés, des sauts en hauteur et des changements de direction qui brisent l'inertie du chasseur. Là où le lapin se fige, le lièvre improvise.
Là où l'un dépend du groupe, l'autre s'appuie sur la solitude comme un atout. Elle n'est pas une survivante passive. Sa stratégie ne consiste pas à multiplier ses pertes pour les compenser, mais à éviter la perte elle-même. Il n'y a pas de solution miracle, chacun doit endurer. Et sur ce terrain hostile, avec des prédateurs qui rôdent au sol et dans les airs, le lièvre ne recule pas. Il parie que son agilité suffira. Le canyon ne lui offre aucune protection comme au lapin. Il l'aborde comme une arène ouverte, un théâtre de risque où sa force génétique est son seul allié. Un aigle peut ne pas réussir à l'attraper, non pas parce que le lièvre est simplement plus rapide, mais parce que le lièvre sait comment maintenir sa course alors que l'air brûle déjà dans ses poumons, parce qu'il sait comment tourner à angle droit alors que le prédateur a engagé tout son poids dans un seul coup. Un coyote peut le perdre dans un virage soudain, lorsque la proie devient une ombre et que la distance d'1 mètre s'étend dans un gouffre impossible à combler. Le lièvre survit parce qu'il ne gèle pas, il n'abandonne pas et il réagit toujours avec chaque fibre de son corps. C'est la grande différence avec les lapins. Alors que les premiers choisissent de se cacher et de compter sur la reproduction comme moyen de défense, les lièvres choisissent de s'exposer et de compter sur leur résilience individuelle. 2 chemins différents, 2 défis de la nature. L'un se cache et se multiplie, l'autre affronte et perdure. Sion, avec ses plaines ouvertes entre les canyons, est un paysage qui favorise ceux qui acceptent le risque. Le lapin est vulnérable dans ces espaces. Le lièvre, par contre, les domine. Chaque fissure dans le sol est un point d'appui pour un saut. Chaque ombre est un leurre visuel qui vous permet de vous échapper. Sa vie est une négociation constante avec la mort, mais aussi la preuve que l'audace peut être une arme aussi puissante que les crocs les plus acérés. Ce n'est pas un hasard si le lièvre est admiré même parmi les prédateurs. C'est une proie, certes, mais une proie qui rend la chasse encore plus difficile. À chaque tentative ratée, le coyote ou l'aigle apprend la leçon que tout n'est pas à portée de main, que même la proie la plus vulnérable peut se transformer en fantôme. La vie dans ce parc naturel est soutenue par cet équilibre, avec la certitude qu'aucune victoire n'est garantie et que la survie est toujours un jeu permanent. Mais Zion ne se résume pas seulement à de petits corps rapides. Les grands herbivores se déplacent dans ses prairies et ses vallées, confrontés à différents défis. Alors que le lièvre dépend de son agilité instantanée, d'autres animaux doivent endurer des cycles entiers de pénurie, de prédateurs et de changements de saison. Le passage des canyons aux prairies n'est pas brutal, il fait partie du même scénario. Là où d'étroits murs forcent lièvres et prédateurs à danser dans des virages impossibles, le terrain s'ouvre peu à peu sur de larges ravins et des prairies renouvelées par le printemps. Dans ce coin du parc, l'air ne tourbillonne plus en turbulences violentes, mais coule calmement, chargé du parfum des pousses tendres et de l'humidité fraîche. Le paysage change et avec lui les règles de survie. Il ne suffit pas d'être agile en un instant car les cycles s'allongent, les risques s'accumulent dans les silences prolongés et les disputes autour de la progéniture ne se résolvent pas en un éclair de vitesse, mais dans des confrontations qui pèsent autant que la terre elle-même. Au milieu de cet espace, un groupe de biches se rassemble sous l'œil vigilant d'un mâle dominant. C'est un cerf à la stature imposante. Ses bois, larges comme un réseau de branches durcies, sont bien plus qu'une arme. C'est un symbole, un signe visible de sa puissance, des hivers qu'il a endurés et de la force qu'il accumule dans chaque muscle. Le harem se déplace autour de lui, mangeant avec une tranquillité relative, toujours les yeux rivés sur l'herbe et les oreilles attentives au rugissement qui marque sa présence. Au loin, un autre mâle s'approche, plus jeune, moins robuste, mais non dénué d'ambition. Ses pas sont prudents, mesurant chaque mètre. Il ne se précipite pas immédiatement vers le cœur du groupe. Il se penche vers une femelle qui est en marge, plus éloignée du mâle alpha. De nos jours, n'importe quelle opportunité peut faire la différence entre perpétuer la lignée ou être complètement oublié.
La femelle perçoit la tentative et, d'un mouvement brusque, se retire vers le groupe. Il ne s'y soumet pas. Il ne l'accepte pas. Sa réaction n'est pas seulement un rejet, c'est aussi un geste qui trahit l'intrus et le véritable propriétaire du territoire. Le mâle alpha lève aussitôt la tête. Ses bois brillent sous le soleil printanier et un rugissement profond résonne dans la prairie, tel un avertissement. Ce n'est pas un son vide, c'est un rappel de qui est aux commandes, un mur de son qui cherche à dissuader avant que le contact physique ne se produise. Mais le jeune homme ne recule pas. Il y a quelque chose dans cette saison, dans l'urgence de la reproduction, qui pousse à remettre en question même l'évidence. Il avance un peu plus loin, penchant son corps, comme pour tester les limites de son audace. L'air est chargé de tension. Les biches s'arrêtent, lèvent la tête, leurs oreilles tournent comme des disques paraboliques suivant l'écho du défi. Alors, sans plus tarder, les corps sont retrouvés. La collision des bois explose avec un craquement sec, le bruit de l'os contre l'os qui s'étend dans le silence de la prairie. Les muscles se tendent et les pattes arrière s'appuient contre le sol humide, de sorte que pendant un instant, il semble que le jeune homme puisse résister à l'assaut. Ses yeux plongèrent dans ceux de l'alpha, sa respiration s'accéléra et chaque fibre de son corps poussa avec une force inconnue, comme si l'instinct lui-même lui disait qu'il n'était pas encore temps de céder. Mais la différence est insurmontable. Le poids du dominant, sa plus grande taille et la géométrie supérieure de ses bois font pencher la balance du duel dès la première seconde. L'effort de l'intrus est réel, mais la bataille est rude. L'affrontement, bref mais intense, se résout en quelques instants. L'alpha lui tord le cou d'un coup calculé et entraîne son rival sur le côté, le forçant à céder. Le jeune homme résiste juste assez, jusqu'à ce que la pression sur ses jambes devienne insupportable. Puis il lâche prise et recule brusquement, la poitrine haletante et les oreilles repliées en arrière dans un geste instinctif qui ne laisse aucun doute sur la défaite. Le dominant ne le poursuit même pas, il n'en a pas besoin. Son autorité est marquée non seulement par sa force, mais aussi par la confiance avec laquelle il se tient à nouveau au centre du harem. Les femelles l'entourent naturellement, comme si rien n'avait interrompu leur routine. Le jeune homme s'éloigne cependant de quelques mètres, toujours haletant. Il n'a pas pris assez de risques, il n'a pas pu soutenir le combat, et il comprend, du moins pour l'instant, que la défaite est définitive. Chez les grands herbivores, la taille ne garantit pas la descendance. Avoir des pattes plus longues qu'un lièvre ou être plus fort qu'un lapin ne garantit rien. Leur univers est différent. Il est tissé de hiérarchies invisibles, de signaux transmis dans l'écho d'un rugissement, dans la symétrie des bois, dans la confiance projetée par un corps capable de résister au choc année après année. Ici, la reproduction n'est pas décidée par le hasard d'une race, mais par le poids accumulé des saisons passées. À Sion, le printemps ne fait que commencer, et les règles qui définissent qui se reproduit et qui est laissé pour compte ne sont pas aussi simples que la taille ou la force. Il existe des traits plus subtils, des choix qui ne dépendent pas uniquement de l'impact physique. Parce que dans ce scénario, qu'est-ce qui décide réellement de l'avenir d'un homme ? La puissance de leur bois, la résilience de leur corps ou le regard des femelles qui choisissent en silence à quelle lignée elles confient la continuation de l'espèce ? Le jeune cerf s'éloigne de la clairière d'un pas lourd. Ses oreilles tombantes et sa tête baissée reflètent la défaite. Il n'a pas besoin d'une nouvelle attaque pour comprendre que l'écart avec le mâle dominant est trop grand. L'échec est évident dans sa posture, dans chaque respiration laborieuse qu'il prend encore. Son corps présente les signes d'un spécimen de deuxième lignée. Les bois plus courts et moins symétriques indiquent un développement incomplet. Le manque de proportion n'est pas un simple détail esthétique. Les bois sont une manifestation de santé, de nutrition et de stabilité pendant la croissance. Contrairement à l'alpha, dont les bois robustes et équilibrés inspirent le respect, les siens ressemblent toujours à ceux d'un apprenti. Le reste de son corps confirme également cette différence. Ses muscles sont plus fins, son cou manque de la robustesse de l'alpha, et sur son flanc,
on peut encore voir les vestiges d'un pelage terne hérité de l'hiver. Cette faiblesse se reflète partout. L'énergie accumulée pendant la saison froide suffit à peine à résister, mais pas à vaincre les autres. L'usure de leur bois et les cicatrices mal cicatrisées complètent le tableau, révélant une histoire de rencontres ratées, une vie qui n'a pas encore réussi à l'emporter sur ses rivaux ou à attirer l'attention des femelles. Dans le monde des cerfs, ces signaux sont impossibles à dissimuler et les femelles remarquent plus de choses qu'il n'y paraît. Ils ne choisissent pas seulement le mâle qui remporte un combat, mais aussi celui qui fait preuve de vigueur dans chaque détail. La symétrie de ses bois, la qualité de son pelage, la fermeté de ses pas et la confiance de sa posture. La biologie nous apprend que chaque trait physique est un signe avant-coureur de ce dont votre progéniture héritera. C'est pourquoi des individus comme celui-ci sont marginalisés aux marges du troupeau, sans accès aux opportunités qui définissent l'avenir de leur lignée. Mais tout n'est pas perdu. La vie d'un jeune cerf est aussi une vie de patience. Ce qui est un signe de faiblesse aujourd'hui peut être transformé avec le temps et les efforts. À mesure que le printemps progresse et que les pâturages verdissent, chaque bouchée supplémentaire d'herbe tendre fournit des protéines qui renforceront vos muscles. Le calcium et le phosphore présents dans son alimentation seront investis dans la croissance de nouveaux bois durant l'été. Et chaque saison offre la possibilité de dépasser le mal qui la bat actuellement. Car dans la prairie, il n'y a pas d'ordre permanent. Celui qui règne aujourd'hui peut être détrôné demain. Dans ce cycle, l'apprentissage compte aussi. Entre de courts affrontements avec d'autres jeunes, il perfectionnera sa technique et apprendra quand persister et quand reculer. L'expérience acquise lors de ces épreuves devient aussi précieuse que la force brute. Et tandis que l'alpha d'aujourd'hui vieillit et perd de sa vigueur à chaque cycle, les subordonnés accumulent résilience et opportunité. Le chemin des vaincus ne se termine donc pas par l'humiliation. Il s'agit plutôt d'une étape naturelle, d'un long processus au cours duquel seuls quelques-uns parviennent au sommet. La différence ne réside pas seulement dans l'hérédité, mais aussi dans la capacité à persister. Avec une meilleure nourriture, une meilleure santé et l'expérience de chaque tentative, ce même cerf pourrait revenir la saison prochaine comme un adversaire plus digne. La hiérarchie n'est pas immuable. Dans les vallées et les ravins de Sion, chaque printemps, la compétition reprend. Et ce qui semble aujourd'hui impossible peut devenir réalité. Le jeune homme qui prend sa retraite, abattu, porte sur son corps les marques de l'échec, mais aussi la promesse que la nature offre toujours une seconde chance. Leur destin, comme celui de toutes les créatures, est tissé dans le même cycle qui régit cette terre. Le soleil descend sur les murs sans fin de Sion, baignant les parois rougeâtres du canyon de feu. D'en haut, des couloirs creusés au cours de millions d'années s'étendent sous nos yeux, tandis que la rivière Virgin continue patiemment de creuser, nous rappelant que le temps ici ne se mesure pas en jours, mais en époques. Ce parc naturel n'est pas seulement une scène, c'est un protagoniste silencieux, un organisme vivant où la roche dicte les règles et la vie répond avec ingéniosité. Dans ce sanctuaire, chaque espèce a écrit sa propre histoire de résilience. Rusés et polyvalents, les coyotes s'adaptent à toutes les circonstances, chassant seuls lorsque cela est nécessaire ou agissant en meute lorsqu'une stratégie collective offre de plus grandes récompenses. Chaque mouvement, chaque décision fait partie d'un jeu de survie unique qui se déroule dans tout le sanctuaire. Plus loin, parmi les sous-bois et les ombres, le puma rôde avec une patience absolue. Maître de l'obscurité et du silence, rappelez-vous que le plus grand prédateur ne s'annonce pas toujours. Son avantage réside dans le fait d'attendre l'erreur de sa proie et de l'exploiter avec une précision mortelle. Pendant ce temps, dans le ciel ouvert, une autre menace domine d'en haut. L'aigle observe avec une violence froide, son regard inébranlable projetant un danger invisible qui ne se révèle que lorsqu'il est trop tard. Au sol, les petits herbivores affrontent les risques différemment.
Les lapins recherchent la sécurité dans leur terrier et une reproduction rapide, tandis que les lièvres comptent sur leur vitesse, leur endurance et leur audace pour survivre en plein air. Deux philosophies opposées qui répondent au même défi: prolonger la vie d'un jour de plus. Mais Sion n'appartient pas seulement à ses protagonistes, puisqu'il existe aussi un monde plus petit qui partage le même décor et les mêmes règles. Ici, les reptiles se prélassent sur les rochers jusqu'à ce que le soleil menace de les consumer, tandis que les insectes colonisent des crevasses invisibles, transformant la pierre en une mosaïque vibrante. Les serpents attendent immobiles, camouflés dans la poussière du canyon, jusqu'à ce qu'un moindre mouvement révèle une opportunité de se nourrir. Chaque crevasse, chaque ombre, chaque flaque d'eau font partie d'un mécanisme où rien n'est gaspillé et chaque élément joue un rôle dans la vie du parc. Car Sion, en son cœur, est un organisme complet. Le rocher n'est pas inerte. Il protège, sépare, guide et façonne, façonnant chaque opportunité et chaque défi. L'eau qui serpente à travers le fond du canyon agit comme l'artère vitale qui soutient tout cet écosystème, reliant les vies et transformant la roche en une maison et un refuge. La chaleur, qui paraît menaçante au premier abord, se révèle être un sculpteur patient, forçant chaque créature à perfectionner ses compétences et à découvrir de nouvelles façons de persister au milieu des rigueurs. Et pourtant, au milieu de ce royaume, il y a un visiteur récent, l'être humain. Il marche le long des sentiers, scrute les falaises et capture les couleurs impossibles de la roche dans la lumière du soir. Leur présence modifie la dynamique. Les animaux se cachent, les échos se mêlent aux voix et aux pas. Mais aujourd'hui encore, le domaine ne leur appartient pas. Les véritables propriétaires de Sion sont ceux qui ont appris à s'adapter bien avant. Ceux qui ont façonné leur vie en harmonie avec ce sanctuaire. L'homme est un voyageur transitoire, Sion est éternel. La journée touche à sa fin. Les canyons s'enfoncent dans l'obscurité tandis que les premières étoiles s'illuminent dans le ciel. Tout là-haut, un rapace trace sa dernière silhouette sur le ciel violet, glissant sans effort et veillant sur le royaume qu'il ne quitte jamais. Et puis, du fond d'un canyon, un écho brise le silence, le hurlement lointain d'un coyote, un son qui ne demande ni permission ni approbation. Cela ne fait qu'affirmer ce qui a toujours été vrai, que ce lieu, façonné par le temps, la roche et l'eau, continuera d'appartenir à ceux qui l'habitent avec instinct et résilience. Sion, sanctuaire du rocher et de la vie, restera un royaume sauvage, immuable et éternel,